Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc comme l'a bien dit Poupette, je ne suis pas travailleur père, donc on va redescendre un peu au niveau des émotions, hein, parce que je pense que vous en avez vu quand même pas mal jusqu'ici. Donc moi je travaille à Adalea, je suis travailleur social, moniteur éducateur. Du coup, Adalea c'est une association qui lutte contre toute forme d'exclusion. Et spécifiquement, nous on travaille plutôt sur le service du rond-point, du coup qui est un accueil de jour, on accueille des personnes en précarité, que ce soit d'ordre social, financière, enfin toute forme de précarité, et notamment des SDF, quoi. Donc ça fait un peu moins de 2 ans maintenant que j'ai la chance de participer un peu à cette expérimentation, justement d'avoir eu un travailleur pair au sein de l'association. Donc là, le but, ça va être de vous expliquer un peu qu'est-ce que ça apporte un travailleur pair à notre équipe, qu'est-ce que ça apporte aux personnes qu'on accueille, mais aussi d'un point de vue plus global, aussi par rapport aux décideurs, ceux qui financent nos actions. Et je pense que les travailleurs pairs ont aussi un poids supérieur au nôtre pour amener des financements supplémentaires par rapport à ça. Donc on va prendre par le début. Donc l'idée d'accueillir un travailleur pair, ça s'est passé début 2020. Donc on était en réunion hebdomadaire, on a des réunions toutes les semaines, hein, le mardi. Et là notre chef de service nous dit qu'il y a un appel à projet auquel Adèle a répondu. On a l'occasion d'accueillir un travailleur pair. Alors moi, j'entends ça, je fais wow, génial quoi, parce que travailleur pair, c'est quelque chose que j'avais pas mal expérimenté jusque-là. Avant de travailler à Adalea, j'avais travaillé dans un CARUD, donc un centre d'accueil et d'aide à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et donc je m'étais pas mal renseigné sur tout ce qui était toxicomanie, comment on les accompagnait. Et la paire aidance au final en toxicomanie existe depuis bien longtemps. Les premiers écrits que j'avais lus, c'était dans les années 1950. Je crois même que dans les années 1800, c'est là qu'on avait créé les alcooliques anonymes. Et j'avais vu en tout cas toute la pertinence que ça avait du coup, que les personnes, quand elles parlaient à d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, qui ont ressenti les mêmes choses, la langue se déliait beaucoup plus facilement, on pouvait aller vite à l'essentiel, il n'y avait pas de façon, toi tu peux pas me comprendre, bah si je peux te comprendre, j'ai vécu la même chose. Donc de par ma formation, j'ai eu la chance aussi d'aller une fois à la rencontre des alcooliques anonymes. Et là, je vous dis, je pense un peu comme vous aujourd'hui, j'ai pris une claque. Mais vraiment, je suis ressorti de la salle, j'étais tout chamboulé, j'étais waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Et en sachant que eux, ce sont des bénévoles. La paire aidance, de base, c'est beaucoup de bénévoles. Donc c'est très important de mettre en lumière le travailleur pair, de professionnaliser la chose, pour qu'on puisse reconnaître leur travail et reconnaître qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement aux personnes qu'on peut sortir de la rue, qu'on peut sortir de la psychiatrie, qu'on peut sortir de la toxicomanie, qu'on peut sortir de prison, dans tous les domaines nécessaires, dans le handicap aussi, tout est possible. Donc, notre chef de service nous dit, on peut engager un travailleur pair. Je vois que par contre, au niveau de mes collègues, il y en a qui ne sont pas familiers de ce mot. Ils disent, travailleur pair, qu'est-ce que c'est? Il commence à expliquer la chose, que justement c'est quelqu'un qui a un savoir expérientiel, donc à savoir quelqu'un qui a vécu à la rue, qui est sorti de la rue, et qui va pouvoir mettre à contribution des personnes son expérience. Je vois de la réticence autour de moi, certains collègues qui me disent, mais attendez, c'est pas possible, comment ça va être dans l'équipe, comment il va réagir? Et là je commence à me poser des questions en me disant, bah ouais merde, comment est-ce que la personne va réagir? Parce que malheureusement, dans notre métier, des situations d'échec, on en a. Là encore, l'année dernière, je peux même pas nombrer le nombre de personnes qui sont mortes à la rue. Des personnes que j'ai accompagnées, des personnes que j'ai aimées, parce que malgré tout, moi j'ai aussi des sentiments, et je m'attache aux personnes que j'accompagne. Donc déjà, pour moi, travailleur social, ça fait mal. Ça me fait vraiment mal. Quand je vois des personnes que j'ai envie de sortir de la rue, j'arrive pas à les sortir. Pour un travailleur pair, quelqu'un qui a vécu ça, quelqu'un qui a ressenti ces émotions, vous l'avez vu, la rage qu'ils ont, l'émotion qu'ils ont quand ils racontent leur vie, de se faire renvoyer à ces situations-là. Et ça, je vais l'illustrer justement par une anecdote que j'avais par rapport à ça, pour vous dire à quel point quand même ce qu'on vit tous les jours, ça peut être frustrant et ça peut faire mal. Premier jour, je viens juste d'être diplômé moniteur éducateur. C'était il y a maintenant un peu moins de 4 ans. Alors moi j'arrive, la fleur au fusil, super content, je me dis allez, je vais enfin pouvoir mettre du sens, je vais enfin pouvoir aider les gens. J'arrive à Adalea, super content et super fier en plus d'arriver à Adalea. Un public que je connais pas forcément très bien. J'avais vraiment travaillé spécialement avec les toxicomanes, dans l'autisme et auprès des jeunes en alternative à la prison. Donc premier jour, j'arrive à l'accueil de jour, super content, je découvre et tout ça.
Et là, il y a une famille d'Albanaises qui arrive. Famille albanaise, un homme, une femme, 2 enfants. Un enfant qui devait avoir 6 mois et un autre enfant qui devait avoir 4-5 ans. Donc moi, je les accueille. Première chose, on me dit, ah non, on ne peut pas les accueillir. Ah, bah pourquoi on ne peut pas les accueillir? Parce que sur l'accueil du jour, les mineurs sont interdits. Bon, bah moi, je viens d'arriver, hein, je découvre, je fais, bon, ok, bah ils vont où dans ces cas-là? Sauf qu'à cette époque-là, à Saint-Brieuc, il n'y avait pas d'autre accueil de jour que le nôtre. Maintenant, il y a l'Escale Famille, qui est gérée par Secours catholique, qui accueille les enfants, tant mieux. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc je leur dis, bon bah excusez-moi, mais vous allez devoir attendre sur le trottoir. Ça commence bien. Du coup, je vais voir mes collègues, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon bah il faut leur trouver une place d'hébergement. J'appelle le 115, première fois que j'appelle le 115, j'explique la situation, sauf que dans ce type de cas, quand ce sont des familles étrangères, ce n'est pas le 115 qui décide s'il y a mise à l'abri ou non, et c'est pas en fonction du nombre de places. Même s'il y a de la place, on ne les héberge pas forcément. Du coup, c'est la DDCS qui décide. Direction départementale de la cohésion sociale. Maintenant, c'est la DETS. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Comme je disais, les sigles, ils changent tout le temps, donc voilà quoi. Donc, mes chers collègues du 115 envoient un mail à la DETS. On attend. Et là, on nous répond non. Pas d'hébergement pour ces personnes. Ok. Là, du coup, moi, je reçois ça. Et là, je me dis dans ma tête, ok, c'est mon premier jour. Là, il faut que j'aille expliquer à une famille albanaises que ce soir, ils vont devoir dormir dehors. Ok. Donc, moi, je viens d'arriver dans le social. Je me dis, bon, non, en fait, je pensais qu'on allait pouvoir aider les gens. Je pensais que j'allais pouvoir donner du mien. Et là, je me rends compte, bah non, en fait, je peux pas. Là, en fait, je me retrouve là et je peux pas. Je sors. Je vais voir la famille, en plus ils parlaient pas français ni anglais, donc super pour expliquer la chose quoi. Et j'arrive, bon gré mal gré, à leur expliquer que ce soir, ils vont dormir dehors. La maman s'effondre en larmes, le bébé de 6 mois qui pleure et tout. Moi qui suis là, face à eux, il fait beau, super, j'ai le soleil dans les yeux, mais ok, non, vous allez dormir dehors quoi. Je rentre à l'intérieur, j'ai le cœur qui bat, sans l'air, là j'ai encore le cœur qui bat aujourd'hui, rien qu'en en reparlant. Je rentre chez moi le soir, je pense à ça, je m'endors, je rêve de ça. Le lendemain, je pense à ça. Ça a duré pendant, je dirais, 2-3 semaines. 2-3 semaines à me dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai fait des études pour arriver à ça, pour arriver à dire à des gens que non, au final, vous allez dormir dehors, c'est foutu pour vous quoi. Les gamins de 6 mois, un gamin de 6 mois qui pleure dans une poussette. Le mal que ça m'a fait, le mal que ça me fait aujourd'hui encore, imaginez ce que peut ressentir un travailleur père qui a dormi à la rue, et à qui va dire ça à une personne, quoi. Aujourd'hui, heureusement, j'ai appris à tricher. Dans le travail social, il faut tricher. Donc, j'ai travaillé un peu au 115. Vu qu'il faut demander à la DDCS pour héberger les personnes, la DDCS ferme à 17h. Donc moi, j'envoie un mail à 16h55. Ah bon, ils n'ont pas répondu. Moi, je prends ça pour un oui. Hop, je l'ai mis à l'abri. Bon... Ça marche pour une nuit, et après souvent le lendemain ils disent oh ouais bon au moins ils ont dormi au chaud une nuit. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça quoi. Et donc ce que peut nous amener justement les travailleurs pairs, c'est aussi ce petit côté vice, ce petit côté triche. Eux ils ont appris malgré tout à survivre de manière différente parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient seuls. Il fallait qu'ils survivent. Ils peuvent nous amener cette manière de penser différente, les techniques auxquelles nous on pense pas. On a toujours la tête dans le guidon, toujours en train de faire l'urgence. Le travailleur père, il va arriver, wow, il y a d'autres solutions. Nous on pensait avoir pensé à tout, en fait c'était pas le cas. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc de ce point de vue-là, on s'est dit, par contre, c'est vrai que ça peut être dangereux pour les travailleurs pairs, donc vigilance. On commence en échangeant en équipe. Le chef des services qui nous dit, par contre, si l'équipe n'est pas prête à travailler avec un travailleur pair, on ne le fait pas. On a beau avoir un financement, si on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Super. À reproduire. Parce que comme l'a dit je ne sais plus qui de mes camarades, les financements, ils vont arriver. On va avoir un paquet de financements pour embaucher travailleurs pairs. Vigilance. On prend un travailleur pair que si l'équipe peut travailler avec le travailleur pair. Parce que, comme l'a si bien montré Andrea, eux, ils vont arriver avec leur bagage. Ils sont rétablis. Mais ça reste fragile. S'ils arrivent dans une équipe qui ne veut pas travailler avec eux, s'ils arrivent auprès des personnes qui ne voulaient pas non plus recevoir un travailleur pair, vous imaginez la violence que ça peut être? Et ces personnes qui ont été rétablies par des médecins, par des infirmiers, par des travailleurs sociaux, eh bien, elles pourraient rebasculer de l'autre côté. Donc, vigilance.
De ce fait, nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire ça sur plusieurs semaines. On a réfléchi. On a eu la chance, parce qu'au final, ça a déjà été expérimenté dans le Nord. Il y avait un accueil de jour vers Lille, je ne sais plus exactement le patelin, qui avait déjà embauché un travailleur pair. On avait leur retour écrit. On a vu comment ça s'était passé. On a pu se préparer à ça. En échangeant, on s'est dit, ben oui, on fonce. Bon, maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on va sur un 35 heures? Est-ce qu'on va sur un 50%? Un 80%? On va y aller mollo. Ça aussi, vigilance. Je pense que quand on accueille un travailleur pair, on n'y met pas un 35 heures direct. Si la personne, comme le dit Jérôme, 4 ans à la rue, 4 ans sans remettre, mettez-lui un 35 heures direct. Vous allez l'épuiser la personne. C'est pas une bonne solution. Il faut y aller mollo. On s'est dit aussi, est-ce qu'on lui donne les mêmes missions que nous? Nous, travailleurs sociaux, au final, on est là pour faire du lien avec les personnes, accompagnement administratif, on fait des entretiens dans les bureaux. Est-ce que le travailleur pair, on lui fait les mêmes missions? Oui, non, on ne sait pas. Au final, on s'est dit non. Au final, le travailleur pair, ça va être un plus. Ça va être quelqu'un, on va le laisser un peu en roue libre. Il fait ce qu'il sait faire. Il va voir les personnes, il va fumer des clopes avec eux, la clope éducative, très important. il va faire le lien, on le laisse en roue libre. Si le travailleur pair n'est pas là, c'est pas grave, le service il fonctionne quand même. Bon, cette semaine c'est pas le cas, mais parce que je suis pas là non plus. Mais, donc c'est comme ça. Mais on le laisse. Il faut pas que le service dépende du travailleur pair. Il faut pas lui mettre de pression. On va le laisser aller à son rythme. On lui donne un 50% dans un premier temps, c'est des dés d'un an. On voit comment ça se passe. Est-ce qu'on met des temps avec un psychologue pour voir s'il arrive à décharger la pression? Est-ce qu'on fait des temps avec le chef de service pour savoir s'il arrive à prendre de la hauteur par rapport aux situations qu'on accompagne tous les jours? On s'est posé plein de questions. Tout ça pour l'accueillir dans les bonnes conditions. Du coup, on s'est dit, bon, pas de psychologue dans un premier temps, pas tout ça, parce qu'on avait aussi cette chance, nous, on connaissait Jérôme. Jérôme a été accompagné par l'association Adalea. Jérôme était au CRPA. Jérôme était connu de la plupart de mes collègues. Moi, j'étais tout nouveau, donc je ne connaissais pas Jérôme. Et donc, on savait quand même, malgré tout, qu'en lançant cette annonce de travailleur pair, en fait, on allait embaucher Jérôme. Quoi. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Quoi. Donc, on s'est dit, non, pas de psychologue, pas de temps avec le chef de service, mais l'équipe doit s'assurer de la santé psychologique de Jérôme quand il va arriver dans les premiers jours. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il prend pas les choses trop à cœur? Est-ce qu'il arrive justement, comme je disais, à prendre de la hauteur? Et si jamais c'est pas le cas, et si jamais nous, les membres de l'équipe, on n'arrive pas justement à le faire décharger de tout ça, là pourquoi pas aller sur un psychologue, en tout cas pour la protéger au maximum. On a déjà du mal à se protéger nous-mêmes les travailleurs sociaux, donc je pense que pour un travailleur pair c'est d'autant plus difficile parce qu'eux ils arrivent, ils ont envie en plus. Quoi. À la suite de ça, du coup, le recrutement aussi. Est-ce qu'un recrutement d'un travailleur pair, ça se fait comme un recrutement d'un moniteur éducateur ou d'un éducateur spécialisé? Normalement, tu as une fiche de poste, tu dis, bon, le moniteur éducateur, il a telle compétence. Il a travaillé sur tel dossier, dans sa formation, il a fait ça. Mais le travailleur pair, tu peux pas lui poser ce type de questions. Tu peux pas lui demander si je sais pas, il connaît les droits au logement, s'il connaît tout ça. En fait, tu vas devoir lui poser des questions sur sa vie, sur ce qu'il a vécu dans la rue, sur comment il arrive à parler de ça. Donc, dans un sens, un recrutement de travailleurs pairs, c'est très intrusif. Quand vous recevez la personne, il faut que la personne soit rétablie. Parce que quand vous allez poser des questions, alors comment c'était dans la rue? Eh ben, là, il va dire, qu'est-ce qu'il me raconte, bah si, bah c'est ça. Bah si, parce qu'en fait, il faut être capable de raconter comment c'était dans la rue. Il faut être capable de raconter comment c'était en psychiatrie. Il faut être capable de raconter comment c'était quand j'étais toxicomane. Et c'est pas donné à tout le monde. Parce que comme on disait, les personnes qu'on accueille et qu'on accompagne actuellement, c'est potentiellement les travailleurs pairs de demain. Mais toutes les personnes rétablies, toutes les personnes qui sortent de la rue ne sont pas forcément potentiellement les travailleurs pairs. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler de ce qu'on a vécu. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre au service des autres ce qui nous a détruit, nous. Donc vigilance par rapport à ça. Bah, tout simplement, qu'est-ce que ça apporte du coup un travailleur pair? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, travailleurs sociaux? En général, quand on accompagne quelqu'un, quand on l'accueille, on essaie souvent de mettre les formes.
Oui, on écoute, ça va se passer comme ça. Mais on va pas être là et lui mettre un coup de pied dans le cul. Parce que c'est pas comme ça qu'on a appris à le faire. Et c'est pas comme ça qu'on fait, tout simplement. Jérôme, lui, il arrive. Il voit le mec là qui commence à partir. Et bah lui, il met le coup de pied dans le cul. Il fait oh, c'est bon, t'arrêtes des conneries là. On y va maintenant, quoi. Nous, on peut pas dire ça. Parce que le mec, il va se dire attends, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me racontes là tu sais ce que je vis. Et là, s'il me dit ça, je fais bah oui, bah non. Et que Jérôme va faire bah attends, tu te fous de ma gueule. Si, je sais ce que tu vis. Il peut le mettre le coup de pied au cul. Et on l'a bien vu sur des situations où des fois le lien se perdait avec nous. Parce que d'échec en échec, parce que malheureusement il faut souvent plusieurs situations complexes pour des fois sortir du lot. Et ben Jérôme, il arrive à remettre le lien. On a l'exemple. Tu dis que c'est pas possible de sortir de la rue. Il est là à côté de moi, l'exemple. Il est sorti de la rue, lui. Et maintenant, tu vois, il est à côté de moi. Il est à côté de moi pour te parler. Il est à côté de moi pour te dire que c'est possible. Il est à côté de moi pour te dire qu'on va y arriver. Et quand il dit ça, Jérôme, à la personne, moi je peux le dire qu'on va y arriver. Je peux lui dire à la personne que c'est possible. Mais j'ai pas cette émotion dans les yeux. J'ai pas cette rage au fond de moi. Jérôme, quand il regarde la personne dans les yeux qui dit ça, il a les yeux bleus qui te prennent comme ça, donc. Mais il a cette rage, il a cette émotion. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait ce déclic chez les personnes. C'est cette émotion, cette rage qui nous est transmise. Et aussi, d'un point de vue au-dessus, les décideurs, les financeurs, ceux qui nous donnent nos budgets, ceux qui nous donnent l'argent pour mettre les gens à l'hôtel, ceux qui nous donnent l'argent pour les hébergements d'urgence, pour les CHRS, pour les places d'insertion, pour les pensions de famille. On n'a pas assez d'argent, parce qu'au final, on a encore plein de gens dehors. Moi, j'arrive devant un décideur. Je vais lui dire, bah non, il nous faut plus d'argent. Il nous faut plus d'argent parce qu'il y a des gens à la rue. Je pense que ce discours-là, il l'entend des centaines de fois, par X et X travailleurs sociaux. Le mec qui arrive, là, le travailleur père qui va arriver, qui va faire oh, c'est bon là maintenant là. Les mecs qui vivent à la rue là, tu te rends pas compte de ce que c'est, combien ça détruit, à quel point ça tue la rue. Et ben je pense que le gars qui va être en face, il va dire ah ouais merde, lui il a raison, lui il sait de quoi il parle, lui il l'a vécu. Et mine de, je pense que ça peut faire la différence. Pas que à notre point de vue, pas que au point de vue des personnes accueillies, mais d'un point de vue plus global. Tout ça pour vous dire que le travailleur père, je pense que c'est l'avenir du travailleur social, mais pas des travailleurs pères qui remplacent des travailleurs sociaux, ni qui remplacent des infirmiers, parce que ça c'est pas possible. Il faut que ça combine ensemble. Il faut que les uns s'appuient sur les autres. Et si on fait ça, je pense qu'on sortira davantage de gens de la rue, je pense qu'on trouvera davantage de solutions, je pense qu'on aura davantage de financement, ce qui serait plutôt une bonne chose, j'espère, parce que quand même. Et je pense qu'on va y arriver. Un jour, moi je suis confiant, hein. Moi je me dis qu'un jour il n'y aura plus personne à la rue. Et d'ailleurs, si j'y croyais pas, j'arrêterais mon métier. Sinon ça sert à rien. Moi j'y crois. Parce que, comme le disait Rémi, toutes les personnes qui sont actuellement en précarité à la rue, elles ont cette force en eux. Elles ont ce petit quelque chose. Mais elles l'ont pas encore forcément vu elles. Il faut juste quelqu'un pour leur montrer un regard, une rencontre. Toutes les personnes qui sont sorties, les 4 qui sont passées devant vous là, à chaque fois ça a été une rencontre. Une rencontre entre 2 personnes. Soit un travailleur social, soit un père, soit un soignant. Mais c'est une rencontre. Et le travailleur père peut être cette rencontre, peut être ce déclic, et peut être cette envie d'avancer.